Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la saison 2. On aborde un tout nouveau métier, un tout nouveau secteur d'activité et j'ai l'honneur d'être en compagnie de Dr Thibaut Muller. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour monsieur Mertz, ça va, merci. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux. On va parler de votre activité. Avant cela, pouvez-vous vous présenter très rapidement en quelques mots, en quelques secondes ? Alors, je m'appelle Thibaut Muller, je suis chirurgien plasticien. Je suis actuellement installé dans une activité libérale à Saint-Avold. J'ai également ouvert un centre d'implants capillaires à Metz. Et voilà, je suis originaire de Metz et j'ai fait mes études à Strasbourg. Alors, évidemment, première question, c'est par rapport à votre parcours. Est-ce que quand vous étiez enfant, le petit Thibaut rêvait d'être médecin ? On a toujours l'image des enfants qui jouent avec les stéthoscopes, les petites mallettes de médecins. Est-ce que c'était déjà votre cas ? Non, je peux pas dire ça. Je jouais pas à Docteur Maboul. Mes parents ne sont pas médecins, donc non, c'est venu avec le temps. Et puis, et voilà, il y a eu un événement un petit peu déclencheur dans ma vie quand j'étais plus jeune qui a fait que je voulais faire médecine et surtout chirurgie. Et voilà, mais je jouais pas effectivement à l'époque avec des stéthos, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet événement-là ? Oui. En fait, à l'époque, lorsque j'habitais avec mes parents dans notre village, le maire de notre village était très sympa. Enfin, il était très connu. Et en fait, à la sortie de l'école, j'ai appris qu'il était décédé d'un arrêt cardiaque. Et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu bouleversé parce qu'on l'appréciait beaucoup. Et je m'étais dit que voilà, c'était peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser d'être chirurgien cardiaque à l'époque. C'est ce que je voulais faire pour éventuellement apporter de l'aide à ces personnes. Et là, on est à quel âge de votre Je dirais 9-10 ans à peu près. Voilà, d'accord, donc c'est quand même très jeune. Ouais, c'était assez jeune quand même, c'est vrai. Par rapport à votre cursus, alors évidemment, vous êtes passé par le cursus traditionnel des études de médecine. Oui. On dit PACES. Exact. Pourquoi on dit PACES d'ailleurs ? C'est un acronyme, c'est première année des études en santé. À l'époque, ça s'appelait PCEM et pas PACES, mais voilà, c'est juste un acronyme. C'est pour les premières années que ça s'appelle comme ça. Après, à l'époque, pour moi, c'était DCEM, c'était les deuxième cycle des études médicales. Mais voilà, c'est un acronyme. Par rapport à ces études-là, oui. La médecine, on dit souvent que c'est le parcours du combattant. Oui. Mais en même temps, c'est tellement d'enjeux et on joue avec la vie des gens. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça, les études, quand on fait médecine ? Alors, ouais, c'est un parcours du combattant. Oui, on peut vraiment dire ça. La première année, justement, la PCEM1 ou la PACES, était vraiment très difficile. Je me souviens que j'ai pas arrêté de travailler pendant une année. Je suis absolument pas sorti. Je me suis vraiment consacré à ça et voilà, le travail était quotidien jusque tard le soir. Il fallait ingurgiter beaucoup d'informations et puis la sélection était quand même assez drastique à la fin. Je sais plus exactement combien on était, environ 1500 ou 1800, je sais plus exactement au total. Et le numérus prenait un peu plus de 200 personnes, donc il fallait s'accrocher, c'était pas facile. Ouais. Les nuits étaient courtes, je suppose ? Alors, je suis un gros dormeur, j'aime bien dormir, j'ai besoin de dormir, donc je me couchais à l'heure qu'il fallait, mais oui, je travaille jusqu'à 11h sans souci, et puis après je me couchais, mais voilà, j'avais des étudiants, des co-étudiants qui se couchaient beaucoup plus tard, donc c'est un peu au cas par cas, mais voilà, c'était des journées bien remplies. Est-ce que vous avez une anecdote justement par rapport à ce parcours-là, par rapport à, je sais pas, un examen qui vous a marqué, une rencontre, peut-être des personnes que vous avez retrouvées aussi plus tard dans votre parcours ? Alors, pour les études, vous voulez dire ? Plus pour les études dans un premier temps, ouais. Alors, anecdote, pas forcément dans les rencontres. Après, dans le choix, on va dire, de la spécialisation, etc., oui, mais je me souviens de mon bureau. En fait, le mur devant mon bureau était blanc et je sais que, en fait, devant les pieds, le mur était plus blanc, en fait. Il était devenu gris et noirci. Enfin, voilà, c'est pour dire que j'y avais passé pas mal de temps et c'était quelque chose qui était une bonne anecdote que j'avais noté, c'était effectivement que le mur était devenu foncé à force de passer du temps devant mon bureau. Voilà. Est-ce qu'on peut se sentir aussi isolé, d'être vraiment tellement focus sur un objectif précis ?
Parce qu'au final, on se concentre vraiment sur soi-même, mais c'est nécessaire pour réussir d'un autre côté. Ouais. Il y a des gens qui font des sacrifices aussi. Alors, ouais, pendant la première année, alors je me souviens de mon premier jour à Strasbourg, parce que mes parents m'avaient installé donc là-bas, et je me souviens du premier soir où mes parents sont partis, ils m'ont dit bah voilà, salut, et ça m'a fait vraiment bizarre, parce que là du coup je me suis vraiment senti seul. Mais bon, après, pendant le parcours et pendant la première année, bah en fait on fait que bosser, on va au restaurant universitaire pour manger, et puis en fait les jours passent, le week-end j'ai essayé de rentrer de temps en temps voir mes parents. Mais oui, on se sent un peu seul, mais en même temps on a des choses à faire, donc finalement ça passe quand même aussi. Alors, votre parcours, donc vous faites médecine, et ensuite, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi derrière la chirurgie? À partir de quelle année? Comment ça se passe? Alors, il y a d'abord l'externat qui dure, enfin à l'époque pour moi, qui durait 6 ans. Pendant l'externat, on apprend la théorie sur de nombreuses spécialités, un peu tout, et on passe en stage. J'ai toujours voulu faire de la chirurgie, ça c'était sûr, je voulais faire de la chirurgie et pas autre chose. Je ne savais pas encore franchement laquelle, j'étais plutôt orienté vers la cardiaque, mais quand on est externe, on passe dans des stages, ce qui nous permet d'affiner en fait notre choix. Et la chirurgie cardiaque finalement ne me plaisait pas tant que ça. Et je suis passé en stage de plastique maxillo à Strasbourg. C'est une spé qui m'a bien plu parce qu'on pouvait voir le résultat de nos interventions. Donc voilà, petit à petit, le choix s'est affiné. Et en fait, à la fin de la 6e année, on passe un concours de l'internat, on va dire ça comme ça. Et c'est ce concours, le classement qui détermine l'ordre de choix en fait, qu'on va faire. Et donc, plus on est bien classé, plus on a de choix. Moins on est bien classé, moins on a de choix. Donc finalement, j'étais plutôt bien classé, donc j'ai réussi à choisir ce que je souhaitais après. Et donc après, on rentre dans un cursus de spécialisation pendant l'internat et le post-internat. Après, votre cabinet, ça a toujours été un objectif dans votre tête, ou est-ce que vous aviez pour idée de travailler dans un hôpital, par exemple, ou avec quelqu'un, un confrère, par exemple? Je ne sais pas comment ça se passe, c'est pour ça que je posais la question. J'aime bien être libre, donc j'ai toujours été comme ça. Donc j'ai toujours voulu être un peu seul et faire les choses moi-même. Donc le libéral, c'était quelque chose que je souhaitais faire. Après, il y a plein de possibilités d'installation diverses et variées, donc c'était un peu, c'était encore incertain, mais je sais qu'au fond de moi, j'avais pas forcément envie de rester dans un cursus public. J'avais envie de faire mon travail, d'être récompensé de mon travail, et puis voilà, donc le libéral, c'était ce que je voulais, je pense, depuis toujours. Alors, vous avez entrepris ce cabinet à Saint-Avold, vous l'avez dit dans la présentation. L'implantation, ça se passe comment? C'était en quelle année? Et est-ce que, au début, ça se passe... est-ce que c'était un long fleuve tranquille, ou est-ce que vous avez eu le temps d'installation, le temps de mettre en place aussi, je pense, la partie secrétariat? Comment ça s'est fait? Alors, la clinique où je travaille à Saint-Avold est une clinique purement privée. C'est une, on va dire, clinique de taille moyenne. Je me suis installé en février 2019, donc ça fait 5 ans. Non, l'installation était plutôt facile, parce qu'en fait, tout était déjà prêt là-bas. Simplement, j'ai installé mon bureau, voilà, commencé mes consultations. Bien sûr, c'est un peu stressant, parce que là, pour le coup, on est vraiment seul. Ce sont nos patients, on gère nos suites, et puis et le post-opératoire. Donc voilà, c'était pour l'installation, c'était plutôt simple. On va dire que le matériel était déjà en place là-bas. Il a fallu bien sûr installer tout avec la secrétaire et tout ça, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà, le poste de secrétaire est aussi un poste qui est parfois difficile de trouver la bonne personne, mais là, tout se passe bien pour l'instant. Vous avez commencé en 2019. Oui. 2020 vient le Covid. Ouais. Comment vous vivez cette situation-là aussi par rapport au cabinet? Parce que du coup, c'est un frein, on se lance. Ouais. Est-ce que ça vous a mis peut-être des doutes, ou comment vous avez vécu cette période-là? Oui, c'est vrai que ça a été un petit frein, mais j'ai pas eu trop de doutes, parce qu'en médecine, voilà, on a quand même justement la vocation à soigner, à rendre service. Alors c'est vrai que dans ma spécialité, il n'y a pas que la reconstruction, il y a l'esthétique. L'esthétique était franchement pas indispensable à cette période-là, donc l'activité d'esthétique a été un peu moindre, mais pour tout ce qui concerne les lésions de la peau, les lésions cancéreuses, et même la partie, on va dire, plus reconstructrice standard, comme les abdos, etc., on a quand même réussi à maintenir une activité certes moindre, mais c'était quand même possible. Pourquoi le choix de ces spécialités-là? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est
justement parce que c'est les différents types de chirurgie, esthétique, plastique et puis reconstructrice? Pourquoi j'ai fait ce choix, c'est Ouais. ça? Ouais. Oui, j'aime bien voir ce qu'on fait. Mhm. Et l'avantage de la plastique, c'est justement de voir le résultat. Quand je fais une abdominoplastie, il y a un avant-après qui est assez important. Une gêne qui est visible au départ et puis qui l'est beaucoup moins après. Il y a des rançons cicatricielles, c'est certain, mais du coup, c'est ce qui nous permet de voir notre résultat. Il y a la forme et puis il y a le résultat cicatriciel. Donc, tout ça, dans les autres spécialités, on l'a beaucoup moins. Quand on fait de la chirurgie digestive, ça se passe à l'intérieur, donc on a beaucoup moins la possibilité de voir ce qu'on a fait. C'est plus du fonctionnel. Et la plastique permettait justement ça, d'avoir cet aspect, de voir le résultat. D'ailleurs, il y a plusieurs auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui me posent souvent des questions de l'envers du décor du métier. Ouais. Quelle est votre journée type? Est-ce qu'il y a une journée type d'ailleurs quand vous êtes chirurgien ou ça dépend Alors, vraiment des opérations, de l'agenda? Alors, il y a plutôt des semaines types, il n'y a pas que des journées types, mais oui, les semaines se répètent un petit peu. On a des journées de bloc, des journées de consultes, donc les horaires sont un peu variables, mais en gros, on commence entre 7h30, 8h, des fois 8h30, ça dépend. Et on termine quand on finit, il n'y a pas vraiment d'heure de prédilection. Le soir, on fait souvent des papiers en plus, donc on peut terminer entre 18h et 20h. Voilà, c'est un peu au jour le jour. Par rapport aux opérations, la gestion du stress aussi par rapport au fait d'opérer quelqu'un, d'avoir la confiance de votre patientèle. Ouais. Est-ce que c'est des choses que vous avez acquis au fur et à mesure ou que vous aviez déjà en fait en vous? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un peu de ce qu'on a en soi et puis finalement ce qu'on va développer avec le temps. Mais c'est vrai que les patients doivent nous faire confiance. Nous aussi, il faut qu'on leur fasse confiance. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il y a des consultations, plusieurs avant une intervention pour être certain que qu'on cadre bien les choses, qu'on sache où on va et puis que les suites se passent le mieux possible. Mais par contre pour le stress, oui, il y en a bien sûr. Les responsabilités sont importantes, on n'opère pas des objets, ça fera l'objet d'ailleurs d'une anecdote peut-être que je citerai tout à l'heure, mais c'est certain que oui, on a des responsabilités. Je pense que chaque chirurgien le vit à sa manière. Il y en a qui se mettent peut-être moins la pression, d'autres un peu plus, donc voilà, c'est un peu aussi chirurgien dépendant, je dirais, mais oui, bien sûr, il y a du stress, c'est clair. Est-ce que pour justement créer un petit cocon par rapport à l'opération avec le patient, est-ce que vous mettez par exemple de la musique? Est-ce que vous parlez beaucoup avec les patients? Comment ça se passe? Alors, ça dépend le type d'anesthésie, bien sûr. Si c'est une anesthésie locale, oui, je mets toujours de la musique. J'aime bien mettre de la musique. Je trouve que c'est sympa d'opérer en musique parce que j'opère en musique depuis toujours, en fait. Les patrons à Strasbourg mettaient aussi souvent de la musique. Donc, c'est un peu habituel. Par contre, les anesthésies générales, là, du coup, le patient dort, donc c'est un peu moins problématique. Mais je mets aussi de la musique. Donc, voilà, ça permet aussi, effectivement, aux gens de se détendre quand on fait des locales et qui sont tout à fait vigiles. On parle également d'innovation, puisque c'est un secteur qui n'échappe pas à l'évolution des technologies, du numérique. Il y a de plus en plus de machines aussi qui vous assistent. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce qu'il faut aussi nuancer? Il y a du pour, il y a du contre. Oui. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que les technologies, c'est tous les jours et au quotidien. Et en médecine, bien sûr, c'est également le cas. Je pense que c'est bien, la technologie. Il faut bien sûr s'en servir à bon escient. Dans notre spé à nous, en plastique, on est un petit peu moins soumis à ça parce que ça reste quand même de l'artisanat. On travaille sur la peau, sur la surface, généralement. Et donc, on fait des cicatrices. C'est vrai que l'apport de la technologie peut se voir, par exemple, sur des lasers ou des façons de faire une liposuction. Donc, oui, il peut y avoir du plus avec la technologie. Mais après, ça n'enlève pas quand même le caractère, je dirais, artistique de la chose et puis le caractère manuel. Donc, si quelqu'un veut rechercher justement une opération avec un chirurgien, il ne faut pas qu'il se dirige vers une publicité avec le matériel qui est mis en avant, mais vraiment l'humain et le chirurgien. Pas que, c'est évident. Il y a bien sûr des machines qui existent aujourd'hui en médecine esthétique et autres qui peuvent avoir une indication et un plus pour parfois éviter de la chirurgie ou temporiser. Ça peut avoir une indication, mais je parlais plutôt pour l'acte chirurgical. Clairement, dans ce qui nous assiste au bloc, la plastique restera quand même, je pense, assez manuelle en tant que telle. Par rapport à tout l'environnement aussi, de ce qu'il faut prendre en compte pour un cabinet. Donc vous êtes vraiment sur l'opérationnel, puisque vous êtes chirurgien,
Mais vous aviez parlé de votre secrétaire qui est très importante et toute la partie administrative qui peut être lourde et qui aussi est l'envers du décor qu'on ne sait pas forcément. Ouais. La prise de rendez-vous, la communication pour valoriser son travail. Ouais. Est-ce que c'est chronophage? Est-ce que vous avez eu des déboires par rapport à ça, des anecdotes? Ouais, c'est très chronophage, bien sûr. La secrétaire a une place hyper importante. C'est elle qui est en première ligne. Hein. C'est elle qui essuie parfois un peu les critiques des patients qui peuvent s'énerver en stade d'attente à cause des délais de consulte, etc. Donc, elle est hyper importante. Mais pour le côté administratif, encore plus, il est certain qu'elle suit les dossiers, elle doit recueillir les consentements. Donc oui, c'est des charges administratives qui sont assez lourdes. Ça permet aussi pour moi un peu de me reposer sur elle. Hein. Je lui confie beaucoup de choses et de plus en plus. Donc oui, c'est une partie importante, chronophage. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. De toute façon, on est dans une médecine qui est toujours, qui se développe vers des patients qui sont attentifs. Je trouve pas trop le mot, mais... Est-ce que vous trouvez qu'ils sont de plus en plus impatients aussi d'avoir un rendez-vous rapidement, des résultats rapidement, alors qu'au final, forcément, ça prend du temps et c'est pas quelque chose qui fait du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Surtout Doctolib, par exemple, c'est du numérique, c'est de l'instantané. Donc, c'est sûr que j'ai constaté qu'il y avait plus d'absentéisme au rendez-vous avec Doctolib, alors que pourtant, il y a des rappels, etc., qui sont faits aux patients pour leur rappeler leur rendez-vous. Je pense que c'est parce que c'est de la consommation, tout simplement, et qu'on est un peu aujourd'hui dans cette société qui consomme. Donc, ça rejoint un peu ça. Mais oui, ça a un petit peu changé la donne sur les prises de rendez-vous, sur même les réseaux sociaux aussi. Là, c'est pour notre spécialité, en l'occurrence, c'est pas le cas pour toutes les autres, mais oui, ça change un petit peu le relationnel et le travail dans sa globalité. D'ailleurs, comment vous voyez l'évolution de la chirurgie dans 10, 20, 30 ans? Est-ce que il y aura encore plus de numérique? Il y aura plus d'assistance virtuelle? Ou on sera encore plus possible, sur de l'humain? Oui. L'humain, il y aura toujours, et je l'espère, parce que je pense que c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on fait. Mais oui, il y aura de plus en plus, je pense. Il y a notre spé, comme je le disais tout à l'heure, la plastique qui restera, je pense, quand même ce caractère manuel et on ne pourra pas l'enlever. Mais quand même, on tend à faire des chirurgies mini-invasives de plus en plus, à toujours laisser le moins de séquelles possible pour avoir le meilleur résultat possible. Un corps n'est pas fait pour être opéré, donc ça reste une agression. Donc si on peut minimiser les conséquences d'une intervention, c'est toujours mieux. Donc c'est ce que essaye de développer chaque chirurgien dans sa spécialité et chaque spé en tant que tel. On essaye de faire du mini-invasif pour limiter les séquelles sur l'organisme. Donc oui, je pense que ça se développera encore et toujours. Quand on vous dit que vous avez changé ma vie, quand il y a des patients qui vous disent ça, c'est le sentiment du devoir accompli. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors certes, il y a la mission qui est accomplie, mais de voir la satisfaction au-delà de tout ce que ça peut engendrer. Alors, c'est une bonne question. Il y a souvent des patients qui nous disent ça. Effectivement, vous avez changé ma vie, docteur. Ça fait hyper plaisir, évidemment. C'est toujours l'objectif premier de ce que j'essaie de faire. Mon but premier, c'est de rendre service aux gens, donc de les satisfaire. L'opération peut ne pas être parfaite, pour autant, si le patient est content, c'est le principal. On peut techniquement toujours faire mieux, trouver un meilleur chirurgien, mais l'objectif, c'est de répondre à la demande du patient, ça c'est la priorité. Et deuxièmement, c'est de ne pas prendre trop de risques non plus. Comme je disais, on peut avoir des complications, tous les chirurgiens en ont. Donc l'idée pour moi, quand j'opère, c'est de savoir si je vais rendre service au patient ou à la patiente, tout en minimisant le plus possible les risques. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je conçois les choses. Et la satisfaction, oui, ça fait hyper plaisir, c'est sûr. J'en ai pas toujours conscience, mais ma compagne me dit souvent, mais tu changes la vie des gens. Et en fait, c'est vrai que je m'en rends pas forcément toujours compte, parce qu'en fait, c'est mon métier, j'ai appris à faire de la chirurgie, et finalement, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est mon travail, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en fait. Et pourtant, ça change des vies, effectivement. Oui. Est-ce que vous avez l'impression aussi que la chirurgie, selon le secteur géographique où on se trouve en France, peut être tabou? Il y a des gens qui vont vraiment... j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes, les gens qui vont beaucoup se montrer grâce à leur chirurgie, et d'autres qui vont un peu cacher le fait d'avoir subi une opération, voulue ou non d'ailleurs.
Ouais, c'est tout à fait exact. Alors, il y a des patients et des patientes plutôt jeunes, je dirais, qui veulent effectivement que les actes se voient. Là, je parle plutôt pour l'esthétique, en l'occurrence. Ça répond un peu à notre société d'aujourd'hui où l'apparence est importante. En médecine esthétique, par exemple, les lèvres, etc. Il y a des patientes qui veulent vraiment que ça se voit. Et voilà, à contrario, il y a des patients et des patientes qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux avoir l'air moins fatigué, je voudrais changer ça, mais je veux pas que ça se voit ». En fait, donc c'est un peu paradoxal parce qu'on veut changer et sans que ça se voit, donc c'est un petit peu ambivalent. Pour autant, je pense qu'on a l'habitude de dire qu'une chirurgie qui réussit, c'est une chirurgie qui se voit pas dans notre spé. Donc finalement, quand on arrive à se dire « tiens, t'as fait quelque chose, mais elle n'arrive pas trop à voir ce que c'est qu'en fait, on l'a plutôt bien fait parce qu'à partir du moment où on change vraiment le visage, où c'est plus tout à fait la même personne, je pense que là, c'est peut-être qu'on est allé un peu trop loin. Sur la typologie des patients, on est plutôt orienté vers une typologie de femmes que d'hommes qui font la chirurgie. Oui, j'ai quand même plus de femmes, évidemment, dans la patientèle que d'hommes. Mais après, il y a de tout. Il y a toutes les demandes, même des enfants, les oreilles décollées, etc. Donc, oui, il y a plus de femmes, pardon, mais les hommes sont présents aussi. Il y a des demandes masculines. C'est très différent. L'homme va, je pense, aller un petit peu moins voir le chirurgien que la femme. Mais voilà, c'est un peu tout. On a parlé de votre première activité par rapport à la partie cabinet esthétique. Mm-hmm. Vous avez une deuxième activité à Metz qui est un centre d'implants capillaires. Mm-hmm. Pourquoi cette deuxième activité d'ailleurs ? Alors, c'est quelque chose que, à la base, donc ça fait 1 an que j'ai ouvert ce cabinet. J'ai ouvert avec un de mes confrères qui aujourd'hui a arrêté cette activité parce que ça ne lui plaisait pas beaucoup. Mais effectivement, moi, j'ai décidé de continuer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire ensemble. On s'est formés ensemble. On a fait nos diplômes pour le faire. C'est pour avoir aussi une autre corde à notre arc, je ne sais pas si on peut dire ça, mais et puis ça permet aussi de faire autre chose qu'à Saint-Avold, et en même temps j'avais pas mal de demandes des patients qui nous appelaient pour demander si on faisait ça. Il n'y avait pas vraiment de réponse à ces questions puisque c'est pas disponible dans le secteur. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Je pense qu'il y a un marché aussi à avoir derrière et pour répondre à la demande des gens. Donc répondre vraiment aux besoins des sollicitations qui ont été effectuées. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller à l'étranger pour faire ces interventions. Donc les gens qui cherchent évidemment à aller en Turquie aussi pour des histoires de coûts, ils iront en Turquie et ils ne viendront pas à Metz ou en France. Mais voilà, il y a un marché ici à faire et je pense que les patients cherchent aussi une intervention à faire localement. D'ailleurs, c'est quoi la différence ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent, comme vous dites, en Turquie. Est-ce que c'est qu'une différence de prix ? Est-ce qu'il y a une vraie différence aussi en termes de qualité ? Pourquoi il y a autant de gens qui testent ce type d'opération à l'étranger ? Alors, la Turquie, c'est une grosse école du cheveu. Il y a une grosse industrie là-bas. Enfin, il y a un gros potentiel. Ils font bien les choses. Je critique pas la Turquie. Il y a du low cost en Turquie qui est pas forcément optimal, mais il y a des très bons chirurgiens en Turquie. Donc, il y a absolument rien à dire. La grosse différence, oui, c'est le prix. Les charges en Turquie sont pas les mêmes qu'en France, notamment salariales. Les structures en Turquie sont des très grosses structures où ils ont énormément d'infirmières. En France, il y en a quelques-unes de ce type-là, mais quand on a des cabinets un peu plus petits comme le mien pour l'instant, c'est sûr que les charges ont un point important et c'est ce qui explique surtout le prix souvent plus élevé en France. Il n'y a pas toujours des énormes différences. Un tarif qui peut être élevé en Turquie peut se rapprocher des tarifs français, donc il n'y a pas toujours de grosses différences, mais voilà, ça reste une concurrence qui est bien présente évidemment, et c'est une belle école aussi la Turquie, donc voilà. Si vous avez des conseils aussi à donner par rapport à cette nouvelle génération qui fait des études de médecine, qui aimerait suivre votre parcours pour devenir également chirurgien, si vous avez 3 conseils que vous aimeriez leur donner, ce seraient lesquels ? Wow. Alors, il faut être déterminé. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de faire médecine. Donc je pense que la motivation, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est le travail. Je crois que là, il n'y a pas trop à discuter. Le travail, c'est hyper important. On ne peut pas réussir, même si on est très intelligent, très talentueux, sans travailler. Et le 3e, je dirais l'humanité, parce que c'est quand même important d'avoir un peu ça en soi. Et voilà, je dirais que c'est ces 3-là. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça, motivation, travail et humanité.
Parfait. Docteur Muller, merci pour la première partie. Merci à vous. Vous l'avez réussi avec grand succès. On passe à la deuxième partie. Oui. C'est un quiz de rapidité, de spontanéité. Donc, vous nous répondez ce qui vous vient le plus rapidement possible. Ça marche. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Chirurgie plastique ou implant capillaire? Chirurgie plastique. Metz ou Strasbourg? Strasbourg. J'aurais pu dire ville de naissance ou ville d'études. Ouais. Médecine de 2004 ou médecine de 2024? Alors, 2024. Alors là, on touche un peu plus à votre passion, la Formule 1. Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Voilà, j'ai pas de doute possible. C'est Lewis, bien sûr. C'est mon idole, donc voilà, Lewis Hamilton. Pourquoi Lewis Hamilton d'ailleurs? J'adore ce pilote, j'adore la Formule 1, j'adore le sport automobile et Lewis est très inspirant, c'est une belle personne. Il était moins à l'époque, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est un énorme champion. Je sais que les supporters de Max Verstappen auraient souhaité que Lewis ne remporte pas le 8e titre, mais moi j'aimerais qu'il le remporte parce que voilà, j'aime cette personne, j'aime ce qu'il dégage, j'aime les valeurs qu'il porte et voilà, c'est un pilote que je trouve inspirant. Donc au-delà de la Formule 1? Oui, au-delà de la Formule 1, oui. Dernier point, chien ou chat? Alors... Je sais que vous êtes très attaché aux animaux. J'adore les animaux, effectivement. C'est les chiens, enfin moi je préfère les chiens, mais oui, j'adore les animaux, effectivement. C'est un point très important pour moi. Donc je dirais tous les animaux, en fait. Pour moi, je les vois tous au même pied d'égalité. Parfait. Merci, monsieur Dr Muller, par rapport à cet enregistrement, cet épisode qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Merci également, à vous. Filmé. On remercie également Jean-Christophe qui était derrière nous pour nous épauler sur la partie de la réalisation. Oui. Pour votre actualité, pour vous suivre, Dr Muller, comment on fait? Où est-ce qu'on peut vous trouver, vous solliciter? Et bien du coup vous pourrez nous suivre bien sûr sur Facebook, Instagram, également sur les sites internet, ça c'est pour les infos un peu plus générales, nous contacter au cabinet directement aux numéros qui sont disponibles sur les sites internet et voilà, surtout Insta et Facebook. Et on vous souhaite bien sûr le meilleur pour 2024. Merci. Avec un heureux événement qui vient de se passer en début d'année. Donc félicitations à la famille. Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis aux éditeurs qui nous écoutent, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast La Clanche et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous Thomas, merci. À bientôt. À bientôt.